Bonjour et bienvenue sur Medscape. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi le professeur Ahmed Benis de Casablanca. Bonjour Ahmed. Bonjour Walid, meilleurs vœux de bonheur, de santé et de joie pour toi et pour tous nos auditeurs et auditrices. Toute l'audience, bien entendu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'insuffisance cardiaque et Ahmed nous a sélectionné son top 5 des plus belles études dans l'insuffisance cardiaque. Alors, on va essayer de les traiter en 10 minutes. Et donc, première étude, c'est l'étude Fine Art avec la finérénone. Alors, qu'est-ce qu'elle a étudié cette étude? Alors, Fine Arts a étudié l'efficacité de la finérénone, qui est un anti-aldostéronien non stéroïde. Donc, ça a étudié l'efficacité de la finérénone dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, plus de 40%, c'est-à-dire moyennement réduite entre 40 et 50%, et plus de 50% préservée. Donc, c'est une population où, d'habitude, on n'a pas de résultat positif sur les anti-aldostéroniens. Voici un non-stéroïde, qui est la finérénone, et qui va être efficace puisqu'il va diminuer le critère combiné mortalité cardiovasculaire, hospitalisation de 16% avec un P positif de 0,07. Comme critère secondaire d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, il y a une réduction de 18% avec un P qui est significatif de 0,06. Donc, c'est la première fois qu'on a un anti-aldostéronien non stéroïde qui est positif dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, quelle que soit la fraction d'éjection, et que le patient soit ou non sous SCLT2. Alors, il y a, comme autre analyse de cette étude, il y a une amélioration modeste, tout ce qui est fonctionnel sur l'échelle CANSAS, puisqu'on gagne 1,6 et il n'y a pas d'amélioration de la classe NIA. Il y a un effet qui est neutre sur la fonction rénale. Par contre, lorsqu'on voit la mortalité cardiovasculaire, donc, il n'y a pas de résultat significatif. Donc, cette étude est essentiellement positive par la diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Alors, pour le moment, nous n'aurons pas la finérenone en France. Vous imaginez les larmes que j'ai au bord des yeux parce que c'est dommage et que c'est une perte de chance pour certains de nos patients. Et j'espère que cette décision pourra être réévaluée dans l'avenir. Alors, l'autre élément vraiment cette année 2024, c'est obésité, insuffisance cardiaque, fraction d'éjection préservée avec deux molécules. Alors là, on a fait le choix de parler d'une molécule qu'on n'a pas encore, qui s'appelle tirzepatide, et après on parlera finalement d'une molécule qu'on commence à avoir et que vous connaissez, le sémaglutide. Alors, on va parler de tirzepatide d'abord avec une étude qui s'appelle SUMMIT. Alors, tirzepatide, c'est en fait un duel agoniste. C'est un GLP et un GPO1 agoniste et qui est en fait augmente l'incrétine, il va diminuer le poids. Donc, on a déjà surmonte qui montre qu'il y a une baisse du poids jusqu'à 20%. Et voici donc une première étude sur le critère morbimortalité cardiovasculaire et un critère fonctionnel échelle CANSAS. C'est en fait un critère un peu associé. Et cette étude a inclus des patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, plus de 50% de fraction d'éjection, et qui ont un T de pro-NP de plus de 200 en rythme sinusal, plus de 600 pour la fibrillation auriculaire, et qui ont d'autres critères comme le test de 6 minutes entre 100 et 400 mètres. On a une échelle CANSAS inférieure à 80 et on a un débit de filtration glomérulaire de départ moins de 70. Et pour la première fois, ces nouveaux médicaments, qui sont les éleveurs d'incrétine, vont diminuer la mortalité cardiovasculaire hospitalisation avec un critère combiné. Et cette diminution de ce critère combiné est plus de 30%. Et donc, on peut atteindre jusqu'à 40% de gains sur l'absence d'intensification du traitement par voie orale ou par voie intraveineuse. Par contre, on n'a pas de gain sur le critère mortalité cardiovasculaire. On a une diminution du poids de 11%, une amélioration du critère de l'échelle CANSAS de 6,9, ce qui est assez importante. Et puis, on a une augmentation du test de 6 minutes de 18 mètres, donc ce qui est extrêmement intéressant. Et on a aussi une diminution du taux de CRP jusqu'à 30%. Donc, aujourd'hui, on peut considérer comme l'étude SOMIT comme une avancée majeure dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée chez les obèses.
C'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il y a probablement un effet pléiotrope et qui n'est pas uniquement lié à la baisse de poids. Chose en est, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce dernier point que tu as souligné, qui est la baisse de la CRP. Alors on connaissait la semaglutide, qui a plusieurs études dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et moyennement réduite. Et finalement, tout ça a été publié avec une analyse post-hoc. Exactement, c'est une compilation des quatre grandes études. Il y a l'étude sémaglutide, qui est une étude de prévention secondaire chez les obèses non diabétiques, qui a diminué le critère de mortalité cardiovasculaire de 20%, critère dur. Il y a le programme STEP HF chez les obèses en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, diabétique et non diabétique. Et il y a l'étude FLOW, qui est une étude de protection rénale chez les diabétiques. Et les doses qui ont été utilisées, sémaglutide 2,4 mg dans le programme STEP et dans SELECT, et la dose de 1 mg dans le programme FLOW. Et donc, quand on compile ces études et on ne prend uniquement que les patients en insuffisance cardiaque préservée uniquement, c'est-à-dire dans le programme STEP HF, c'est d'emblée, dans le programme SELECT, c'est sur le CRF, et dans l'étude FLOW, c'est sur le CRF aussi. Et donc, on remarque que quand on compile en étude, en analyse post-hoc, on a une diminution sur le critère combiné mortalité cardiovasculaire, hospitalisation de 31%, ce qui est extrêmement important. Mais on n'a pas toujours une diminution de la mortalité cardiovasculaire. Donc, si on prend SUMMIT et cette analyse post-hoc de la sémaglutide, on arrive au fait qu'on a fait une avancée majeure dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Et quand on voit avec les trois études, je pense que la prise en charge, le traitement, les recommandations vont changer en 2026-27, dans la mesure où on aura, pour les patients en insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, deux possibilités: réduire les événements cardiovasculaires. Et donc, on a les SGLT2, on a la finérénone et on a bien sûr la semaglutide tirzepatide. Et on a aussi la possibilité de diminuer améliorer tout ce qui est fonctionnel, c'est-à-dire le test de 6 minutes et l'échelle CANSAS. On peut les améliorer par les trois, à savoir la finérénone, les SGLT2 et bien sûr la tirzépatide et sémaglutide. C'est vraiment, on a l'impression effectivement d'un shift et d'un nouveau paradigme du traitement de l'insuffisance cardiaque à FE préservé avec des inhibiteurs SGLT2 qu'on a aujourd'hui, des analogues GLP-1, voire les doubles agonistes, et puis finalement vraiment et puis la finérenone qui permettrait voilà, de vraiment de compléter le panel de nouvelles thérapeutiques alors que jusque-là on n'avait que les diurétiques. Alors on va aller un peu vers d'autres thérapeutiques. Alors il y a la cardiomyopathie hypertrophique, on a bien sûr des bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques comme le verapamil ou équivalent. On a le disopyramide éventuellement. On a eu récemment, notamment en France, hein, il y a une AMM d'utilisation du mavacamten. Et puis, on a cette étude Sequoia qui a évalué un autre qui s'appelle l'avicamten. Alors, l'aficamten, c'est un inhibiteur de la myosine, c'est un inhibiteur sélectif. Il va jouer sur un élément primordial de la cardiomyopathie hypertrophique, qui est l'hypercontractilité. Et cette étude va s'intéresser aux cardiomyopathies hypertrophiques avec gradient de base de plus de 30 mm de mercure ou après Valsalva de 50 mm de mercure. Et cette étude va montrer qu'avec l'aficamten, on va gagner sur la consommation maximale d'oxygène. C'était le critère principal, 1,8 ml par kilo par minute, ce qui est extrêmement important, puisque à chaque fois qu'on gagne 1 millilitre par kilo par minute en VO2 max, on diminue de 18% le besoin en transplantation cardiaque et bien sûr le risque de mort subite. Ce qui est une avancée extrêmement importante dans la prise en charge, parce qu'il faudrait considérer la ficamtem dans toutes ces évolutions thérapeutiques. Et puis, ce qui est extrêmement important, tous les critères secondaires sont positifs. C'est-à-dire que c'est l'étude qui a été positive sur les 10 critères qui ont été choisis par les investigateurs sur l'ANIA NERC Association, sur le gradient, que ce soit le gradient de base, que ce soit le gradient après Valsalva, sur le NT-proBNP. Et en fait, c'est une étude qui va inaugurer elle aussi d'une ère nouvelle. C'est cette prise en charge des CMH obstructifs, et d'autant plus qu'on a ces patients qui sont extrêmement symptomatiques, grade 2, grade 3, voire grade 4. Donc aujourd'hui, on a les bêta-bloquants, on a le disopyramide, les inhibiteurs calciques, et voici ces inhibiteurs avec, après le mavacamten dont tu as parlé, bien sûr l'aficamten, qui est une nouvelle piste extrêmement intéressante.
Là, on en a fait 4 études et on arrive à la cinquième de notre sélection. Alors, tous vos médicaments, vos JEC, vos ARA2, antagonistes de l'aldostérone, finalement, tous ces médicaments-là entraînent des hypercalémies qui limitent le fait que vous utilisez les médicaments. Et ben, vous complétez la chose par un autre médicament. Alors, moi, je l'appelle SCZ ou SZC parce que c'est le sodium zirconium cyclophosphate, donc il n'est pas facile à retenir. Est-ce qu'on peut dire à l'audience, c'est quoi ça, le sodium zirconium cyclophosphate? En fait, c'est un potassium binder, c'est un potassium liant, et donc qui va diminuer la calémie, le risque d'hypercalémie. Et cette étude va s'intéresser aux patients qui sont en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et qui vont être à risque d'hypercalémie. Voilà. Donc, alors, on va avoir une période d'oranine, c'est-à-dire pour les patients qui ont une calémie plus de 5, on va les mettre sous sodium zirconium cyclophosphate, avec une fois leur calémie sera moins de 5, c'est-à-dire en 3,5 et 5, on va leur donner du spironolactone, ils vont rentrer dans l'étude. Pour les patients qui ont une calémie qui est entre 3,5 et 5, on va les mettre sous spironolactone, ils vont entrer dans l'étude. Et on va comparer deux groupes, un groupe avec la spironolactone plus le sodium zirconium cyclophosphate et un groupe placebo plus la spironolactone. Et en fait, le but de l'étude, c'est de montrer le pourcentage de personnes ou le nombre de personnes qui vont avoir de la spironolactone plus de 25 mg sans avoir un risque d'hypercalémie, sans hypercalémie. Ah ben, il y a une différence statistiquement significative, puisqu'à peu près 70% à 75% vont arriver à la dose de plus de 25 mg jusqu'à 50 mg de spironolactone sans hypercalémie, contre 20% pour le groupe qui était sous uniquement spironolactone sans sodium zirconium. Donc aujourd'hui, après le pâtiromère, voici un nouveau médicament et qui est le sodium zirconium cyclophosphate, qui va nous permettre de mieux optimiser le traitement, puisqu'on le sait bien, on a commencé par les anti-aldostéroniens. Les anti-aldostéroniens sont le cornerstone du traitement parmi les quatre traitements. Or, parmi les quatre piliers du traitement de l'essence cardiaque, ce sont les traitements auxquels on a le plus de difficulté à les optimiser. Et donc, c'est peut-être une porte ouverte pour mieux optimiser nos patients et mieux les traiter et mieux sauver nos patients. Vous remarquerez que la plupart de ces médicaments, vous ne les avez pas, ce qu'on vous a proposé aujourd'hui, hormis semaglutide que vous avez, mais qui n'est pas remboursé encore en France pour le traitement de l'obésité, et ce qui a un coût quand même significatif. On peut imaginer que demain, avec ces études dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, il y a un sujet et se battre pour son remboursement parce qu'il y a un bénéfice important dans cette population-là. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vous redonner rendez-vous, j'espère, dans un an, refaire un point. J'espère que dans un an, il y en aura plus qui seront disponibles et que les choses vont avancer. En tout cas, Ahmed, énorme gratitude. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Medscape. Merci beaucoup.